Londres, 1887. Un brouillard épais, typique du mois de novembre, enveloppait la ville d'un linceul gris et humide. Il étouffait le bruit des calèches sur les pavés, estompait les silhouettes des immeubles de briques et noyait la Tamise dans une brume mystérieuse. C'était un brouillard qui semblait porter en lui les secrets et les soupirs de l'ère victorienne, une époque de stricte apparence et de passion refoulée. Au cœur de Mayfair, dans un manoir imposant aux fenêtres éclairées comme des yeux jaunes, Lady Elodie Ashworth regardait la nuit tomber. Son reflet pâle dans la vitre lui renvoyait l'image d'une jeune femme de 22 ans, vêtue d'une robe de soie ivoire, les cheveux châtains coiffés en un chignon strict qui lui tirait les tempes. Mais au-delà de cette image conventionnelle, ses yeux, d'un vert profond comme la forêt en été, trahissaient une mélancolie résignée. Ce soir avait lieu un dîner en l'honneur de Sir Reginald Blackwood, un homme 2 fois plus âgé qu'elle, richissime, et son futur époux. Un mariage arrangé par son père, le comte de Hertford, pour sauver la fortune familiale au bord de la ruine. Élodie était le prix à payer. Soudain, un grincement à peine audible attira son attention. Ce n'était pas le bruit des domestiques s'affairant pour la réception, c'était un son plus faible, plus régulier, presque mécanique. Il provenait de la petite boîte en acajou posée sur sa coiffeuse. À l'intérieur gisait un héritage bien plus précieux à ses yeux que tous les domaines de son père. La dernière horloge de son grand-père, un chef-d'œuvre d'ingénierie miniature, désormais silencieuse et brisée. Son grand-père, l'horloger génial et excentrique, avait été sa seule lumière dans une enfance froide et protocolaire. À sa mort, il lui avait légué cette pièce unique, une horloge qui ne marquait pas seulement les heures, mais aussi les phases de la lune et les marées, et qui, disait-il, marquait le rythme du cœur de ceux qui savaient l'écouter. Sa main effleura le bois poli. L'affaire éparée était un acte de rébellion, un dernier hommage à un monde de passion et de création que son mariage allait étouffer à jamais. Elle savait où aller. Il existait une boutique minuscule perdue dans une ruelle sombre de Covent Garden, réputée pour abriter un artisan au talent exceptionnel, Mr. Thaddeus Reed. Demain, elle irait le voir. C'était la dernière chose qu'elle ferait en tant qu'Eloise Ashworth et non que future Lady Blackwood. Le lendemain, vêtue d'une robe simple et d'une cape sombre pour passer inaperçue, Élodie se glissa hors du manoir, son précieux fardeau serré contre elle. Le contraste entre Mayfair et Covent Garden était saisissant. Ici, la vie grouillait, bruyante et colorée. Les marchands de fruits braillaient, les enfants couraient entre les jambes des passants, et l'air était lourd d'odeurs mêlées de poissons, de fumée et de fleurs fanées. Elle trouva la boutique minuscule, perdue dans une ruelle sombre, de Covent Garden, réputée pour abriter un artisan au talent exceptionnel, Mr. Thaddeus Reed. Une clochette tinta faiblement lorsqu'elle poussa la porte. L'intérieur était un cabinet de curiosités. La lumière, filtrant difficilement par une fenêtre poussiéreuse, dansait sur centaines de mécanismes. Des horloges de toutes tailles et de toutes les époques tapissaient les murs, leurs pendules oscillant en une étrange symphonie silencieuse. Des boîtes à musique, des automates complexes et des outils étranges encombraient les étagères. L'air sentait l'huile de mécanisme, le bois ancien et le métal. Derrière un comptoir encombré, un homme était penché sur une minuscule montre à gousset, une loupe vissée sur l'œil. Il leva la tête à son entrée, et le temps sembla s'arrêter pour Élodie. Il n'avait pas l'air d'un artisan victorien conventionnel. Jeune, peut-être 30 ans, il portait un gilet de travail en cuir taché d'huile, sur une chemise simple, les manches retournées sur des avant-bras fermes. Ses cheveux bruns étaient ébouffurés, comme s'il passait souvent la main dedans dans un moment de concentration. Mais c'étaient ses yeux, d'un gris intense et perçant, qui semblaient voir au-delà des apparences, capables de démonter et de comprendre n'importe quel mécanisme, peut-être même le cœur humain. « Mr. Reed ?» demanda Élodie. Sa voix lui parut étrangement faible dans ce sanctuaire silencieux. « Lui-même, » répondit-il. Sa voix était calme, posée, avec une résonance chaude qui contrastait le froid de l'atelier. Il retira sa loupe. « Comment puis-je vous aider, mademoiselle ?» Élodie posa délicatement la boîte en acajou sur le comptoir. « C'est une horloge. Elle ne fonctionne plus. Mon grand-père l'a fabriquée. J'aimerais que vous la répariez. » Thaddeus Reed ouvrit la boîte. Un léger sifflement d'admiration lui échappa.
Il sortit l'horloge avec une précaution infinie, la posant sur un coussin de velours noir. « Mon Dieu !» murmura-t-il, presque pour lui-même. « C'est une pièce de maître, le travail de Jonathan Ashworth, n'est-ce pas? Je reconnais son style, la complexité, l'élégance. C'était un génie. Vous connaissiez mon grand-père? Non, je ne l'ai jamais rencontré, mais tout horloger qui se respecte connaît son travail. C'est une légende. » Ses doigts effleuraient le cadran avec une tendresse presque palpable. Élodie sentit une boule dans sa gorge. Voir un inconnu traiter l'œuvre de son grand-père avec un tel respect lui fit monter les larmes aux yeux. Elle est très importante pour moi. Thaddeus Reed leva les yeux vers elle, et son regard gris sembla percer le voile de sa réserve. J'en n'en doute pas. La réparer ne sera pas une tâche aisée. Certains de ses composants sont uniques. Il me faudra du temps. Le temps n'a pas d'importance, dit-elle, trop rapidement, puis elle se reprit, rougissant légèrement. Je veux dire, prenez tout le temps qu'il vous faudra. L'argent n'est pas un problème. Une ombre passa dans le regard de Thaddeus. Bien, revenez dans une quinzaine de jours. Je vous enverrai un message si j'avance plus vite. Élodie hocha la tête, soudain incapable de trouver ses mots. Elle tourna les talons pour partir, son cœur battant étrangement fort. Mademoiselle Ashworth lança-t-il, alors qu'elle atteignait la porte. Elle se retourna. Votre grand-père, il vous a appris des choses sur son art? Une ombre de sourire effleura les lèvres d'Élodie. Oui, beaucoup de choses. Il disait que j'avais l'œil et la patience. Thaddeus hocha la tête, un léger sourire aux lèvres à son tour. Je n'en doute pas. Bonne journée, mademoiselle. Dehors, dans le froid piquant de la ruelle, Élodie sentit une chaleur inhabituelle l'envahir. Pour la première fois depuis des mois, elle avait parlé à quelqu'un qui ne voyait pas en elle qu'un titre ou une dot. Il avait vu l'héritière de Jonathan Ashworth, et dans son atelier, rempli de temps suspendu, elle avait oublié, ne serait-ce qu'un instant, le poids terrible de son destin. Les jours qui suivirent furent un supplice. Les dîners interminables, en présence de Sir Reginald, un homme aux mains moites et au regard calculateur, les leçons de maintien, les essayages de la robe de mariée qui lui serrait la poitrine comme un étau. Chaque moment était un rappel de la cage dorée qui se refermait sur elle. Pourtant, son esprit revenait sans cesse à l'atelier enfumé de Covent Garden et à l'homme aux yeux gris qui tenait entre ses mains un fragment de son âme. Elle se surprenait à imaginer ses mains habiles manipulant les outils, son front plissé de concentration. 10 jours après sa visite, une petite enveloppe discrète lui fut remise par une servante. L'écriture était ferme et élégante. « Mademoiselle Ashworth, j'ai fait des progrès inattendus. Un composant crucial nécessite cependant votre avis en tant que dépositaire des connaissances de Mr. Ashworth. Si votre emploi du temps le permet, mon atelier vous recevra demain après-midi. Respectueusement, Thaddeus Reed. » C'était un prétexte, elle le savait. Il n'avait pas besoin de son avis, mais c'était une bouée de sauvetage. Elle inventa une migraine et une visite chez le modiste pour le lendemain. L'accueil dans l'atelier fut différent. Thaddeus lui offrit un thé qu'il prépara sur un petit poêle à bois et lui montra le mécanisme, pointant du doigt un minuscule ressort qu'il avait dû refabriquer à la main. Leur conversation, d'abord technique et hésitante, se transforma rapidement. Ils parlèrent de son grand-père, de la philosophie derrière chaque mécanisme, de la beauté des choses bien faites. Élodie se découvrit à parler avec une passion qu'elle croyait morte, ses mains s'animant pour expliquer un concept. Thaddeus l'écoutait, captivé, non pas par son statut, mais par son intelligence. Et lui montra ses propres créations, une libellule mécanique qui battait des ailes avec un réalisme époustouflant. Une boîte à musique qui reproduisait une mélodie complexe et mélancolique qu'il avait composée lui-même. « Vous êtes bien plus qu'un simple réparateur, Mr. Reed, » observa Élodie, émue. « Je suis un artiste, » corrigea-t-il doucement, « comme votre grand-père, comme vous pourriez l'être si on vous en laissait la chance. » Leurs regards se croisèrent et un courant silencieux passa entre eux, aussi tangible que le tic-tac des horloges qui les entouraient. Dans cet monde à part, les règles de la société victorienne semblaient n'avoir plus cours. Il était un roturier, un artisan, et elle une lady promise à un lord. Pourtant, à cet instant, il n'était que Thaddeus et Élodie, deux âmes connectées par un langage secret fait de rouages et de passion. Les visites devinrent plus régulières. Chaque fois, elle trouvait une excuse, chaque fois, il avait une question à lui poser. Ils parlaient pendant des heures.
Il lui apprit des techniques d'horlogerie avancées, elle lui parlait de sa jeunesse solitaire, de son amour pour les livres et la musique, de son dégoût pour les mondanités hypocrites. Il lui racontait sa vie, fils d'un forgeron qui avait tout sacrifié pour lui offrir un apprentissage chez un maître horloger suisse. Son rêve de créer des pièces uniques, libérées des contraintes commerciales. Un après-midi, alors qu'ils travaillaient côte à côte pour ajuster le balancier de l'horloge, leurs mains se frôlèrent. Un choc électrique les parcourut tous les deux. Élodie retira sa main comme si elle s'était brûlée, le cœur battant la chamade. Thaddeus resta immobile, le regard fixé sur elle, plein d'une intensité qui la fit trembler. « Élodie » murmura-t-il, utilisant son prénom pour la première fois. C'était une transgression, un risque immense, mais à cet instant, cela semblait être la chose la plus naturelle du monde. « Je dois y aller » balbutie-t-elle, se levant précipitamment. « Élodie, attendez » Sa voix était douce mais ferme. « Nous ne pouvons ignorer ce qui se passe entre nous. » « Rien ne se passe, protesta-t-elle, incapable de le regarder en face. « C'est impossible, vous le savez bien. » Seules les règles des hommes rendent cela impossible, pas les sentiments, pas la vérité que je vois dans vos yeux. Elle s'enfuit, son monde en ébullition. Il avait mis des mots sur ce qu'il refusait d'admettre. Elle était tombée amoureuse de lui, follement, profondément, désespérément. Et cet amour était une condamnation à mort sociale. La pression pour son mariage avec Blackwood augmenta. La date fut fixée le 15 février, juste après la saison des fêtes. Élodie était au bord de la crise des nerfs, prisonnière dans sa propre vie. Une invitation inattendue lui apporta une lueur d'espoir. Un bal masqué était organisé au manoir des Covington, réputé pour être une soirée où les conventions sociales étaient légèrement assouplies, l'anonymat des masques permettant quelques libertés. C'était l'occasion parfaite. Elle invita Thaddeus, lui faisant parvenir un mot par l'intermédiaire d'une servante de confiance. Il devait venir, elle devait le voir, ne serait-ce qu'une seule fois, dans un endroit où ils pourraient être presque eux-mêmes. La nuit du bal, le manoir des Covington resplendissait de 1000 feux. Des lustrifores des cristal illuminaient des robes de sikh et des habits de soirée, tandis que les masques en velours et en plumes créaient une atmosphère de mystère et de séduction. Élodie portait une robe bleu saphir qui faisait ressortir le vert de ses yeux et un masque de dentelle noire qui ne dissimulait qu'à demi son identité. Elle errait parmi la foule, le cœur battant, cherchant désespérément une silhouette qui lui était devenue familière. Et puis elle le vit. Debout, près d'une colonne, il semblait mal à l'aise dans un habit de soirée emprunté, mais il portait avec une dignité naturelle qui tranchait avec les dandys affectés qui l'entouraient. Son masque était simple, en cuir brun, ne cachant que le haut de son visage, laissant voir ses lèvres bien dessinées et son regard intense qui balayait la foule. Leurs regards se croisèrent à travers la salle. Le monde autour d'eux semblait s'estomper, la musique n'étant plus qu'un lointain murmure. Il se fraya un chemin jusqu'à elle. « Ma lady » dit-il en s'inclinant, une lueur amusée dans le regard. « Mr. Reed » répondit-elle, s'efforçant de garder un ton formel, bien que sa voix tremblait légèrement. Ils dansèrent, une valse. Lorsqu'il posa sa main sur sa taille à travers les épaisseurs de la soie et du crinoline, elle sentit sa chaleur comme une brûlure. Ils tournoyèrent, emportés par la musique, perdus dans leur propre bulle. Il n'était plus l'horloger et elle l'héritière. Ils étaient qu'un homme et une femme unis par un amour interdit. « Je pense à vous sans cesse, Élodie, chuchota-t-il à son oreille, profitant du bruit de la musique pour se confier. Votre rire, l'éclat dans vos yeux lorsque vous parlez de mécanisme, vous êtes la pièce manquante à mon propre mécanisme intérieur. »« Arrêtez » supplia-t-elle, mais elle se pressa contre lui, incapable de résister. « Chaque mot que vous prononcez est un poison délicieux qui me tue à petit feu. »« Fuyons » proposa-t-il soudain, ses doigts serrant les siens. « Partons loin d'ici, en France, en Amérique. Je peux travailler n'importe où. Nous pourrions vivre simplement, mais librement, ensemble. » L'offre était tentante, un rêve merveilleux et terrifiant. Mais la réalité se rappela à elle dans un éclair. La honte pour sa famille déjà fragile, la pauvreté certaine, le rejet social. Elle était une lady victorienne, élevée dans le devoir et le sacrifice. « Je ne peux pas » murmura-t-elle, les tarans ruisselant sur ses joues, cachés par son masque. « Mon père, sa santé, je suis tout ce qui lui reste. Ce mariage sauvera son nom de la ruine. Je ne peux pas être si égoïste. » La musique s'arrêta. Ils se séparèrent, le sortilège rompu. « Votre sens du devoir vous condamne au malheur, Élodie, » dit-il, la voix brisée par la douleur. « Et mon amour pour vous me condamnerait au remords » répondit-elle. « Je dois rentrer.
Elle s'enfuit une fois de plus, laissant Thaddeus seul au milieu de la foule joyeuse, le cœur brisé. Leurs masques n'avaient pas réussi à cacher la vérité de leur tragédie. Les semaines suivantes furent un enfer. Élodie cessa de se rendre à l'atelier. Elle se conforma à son rôle d'épouse en devenir, pâle et silencieuse, comme un automate dont on aurait brisé le ressort principal. Un matin, un paquet lui fut livré. À l'intérieur, soigneusement emballée dans un tissu de velours, se trouvait l'horloge de son grand-père. Elle fonctionnait. Le tic-tac régulier et apaisant remplissait sa chambre, un son qu'elle n'avait pas entendu depuis des années. Accroché à un de ses pieds, un petit mot plié. « Élodie, l'horloge est réparée. J'ai fait de mon mieux. Elle marque à nouveau le rythme du cœur, comme le disait votre grand-père. J'espère que le sien, où qu'il soit, est fier de vous. N'oubliez jamais qui vous êtes vraiment. Une artiste, une femme libre. Pas un rouage dans la machine des autres. Toujours à vous, Thaddeus. » Elle serra le mot contre son cœur, sanglotant silencieusement. C'était un adieu, un cadeau magnifique et douloureux. Le jour de son mariage arriva, froid et gris. Vêtue de sa robe blanche, une armure de dentelle et de désespoir, Élodie se regarda dans le miroir. La femme qui la regardait était une étrangère. Elle prit l'horloge, la serra dans ses mains, cherchant du réconfort dans son tic-tac régulier. Soudain, elle remarqua quelque chose. Sur le cadran, à côté de l'indicateur des marées, une nouvelle aiguille, minuscule, qu'elle n'avait jamais vue auparavant, pointait vers une inscription gravée en lettres si fines qu'elles en étaient presque invisibles. Le bonheur n'est pas un devoir, c'est une destinée. C'était son message, son dernier appel, l'ultime preuve de son amour et de sa compréhension. Il avait ajouté cette aiguille, gravé cette fraise, pour elle. À cet instant, la porte de sa chambre s'ouvrit. Son père, pâle et vieilli, entra. « Élodie, il est temps. » Elle se tourna vers lui, l'horloge toujours serrée contre elle. « Père, je ne peux pas. » « Élodie, je t'en supplie. Sans cette union, nous sommes ruinés. Le dette. »« Je sais, » l'interrompit-elle, une sérénité nouvelle l'envahissant. « Mais épouser Blackwood pour son argent est une transaction, pas un salut. Il nous méprisera pour cela, et nous serons ses obligés à vie. Nous perdrons notre honneur bien plus sûrement que dans la faillite. » Elle prit une profonde inspiration. « Vendez les tableaux, le domaine secondaire dans le Yorkshire. Liquidez les actifs. Nous vivrons plus modestement, mais nous vivrons libres. Grand-père a bâti sa fortune de ses mains. Nous pouvons reconstruire la nôtre. Moi, je peux travailler. »« Travailler ? Toi ? Une lady ?» s'exclama-t-il horrifié. « Je suis la petite-fille de Jonathan Ashworth, et je suis horlogère. » Le visage de son père se décomposa, puis, à sa grande surprise, se détendit. Il vit dans les yeux de sa fille la même détermination que celle de son propre père. Une lueur de fierté remplaça l'angoisse dans son regard. « Tu as son regard aujourd'hui, » murmura-t-il. « Je me suis tellement perdu dans la peur de perdre que j'ai failli te perdre toi. » Il baissa la tête, honteux. « Pardonne-moi, Élodie. » Elle se précipita dans ses bras. « Il n'y a rien à pardonner. Maintenant, aidez-moi à ranger les choses. » Un an plus tard, une nouvelle boutique ouvrit ses portes dans un quartier respectable, mais non aristocratique, de Londres. Sur la vitrine, en lettres élégantes, on pouvait lire « Ashworth & Reed, horloger de précision et créateur de merveilles mécaniques ». À l'intérieur, Élodie, vêtue d'une robe pratique mais élégante, était penchée sur un projet complexe. Ses cheveux étaient relevés sans austérité, et son visage s'illuminait d'une concentration joyeuse. De l'autre côté de l'atelier, Thaddeus réglait le mouvement d'une pendule monumentale. Le comte de Hertford, bien qu'il vivait dans une maison plus modeste, avait retrouvé une paix qu'il avait perdue depuis longtemps. Il venait souvent à la boutique, fier de sa fille et de son gendre, dont le talent commun commençait à être reconnu dans toute l'Europe. L'horloge de Jonathan Ashworth trônait au centre de la boutique, son tic-tac régulier marquant le rythme de leur bonheur retrouvé. Elle n'était plus un symbole du passé, mais une boussole pour l'avenir. Élodie leva les yeux et croisa le regard de Thaddeus. Un sourire complice passa entre deux, chargé d'amour, de respect et de la satisfaction du travail bien fait. Ils avaient choisi leur propre voie, bravant les conventions pour suivre le rythme de leur cœur. Dans le grand mécanisme du monde,
Ils avaient enfin trouvé leur place, non pas comme des rouages séparés, mais comme deux pièces parfaitement imbriquées, créant ensemble une harmonie bien plus belle que tout ce qu'ils auraient pu accomplir seuls. Le temps, autrefois leur ennemi, était désormais leur allié, et chaque battement de l'horloge était une célébration de leur amour victorieux.